C'est dimanche et on est encore là, toute l'équipe du dimanche pour vous offrir l'essentiel de l'actualité de la semaine et les analyses en plus pour mieux comprendre les faits. 3 invités, on parlera de hausse du prix du carburant qui fait grincer des dents, on parlera aussi de la taxe de résidence. Trop d'interrogations autour de cette taxe. Notre consultant en fiscalité sera là dans un instant. Et enfin, il sera question d'un livre qui nous replonge dans l'histoire récente du Burkina Faso, l'insurrection populaire d'octobre 2014. Bonsoir et bienvenue au 7 Info. La semaine dernière, donc, on vous l'annonçait bien, c'est effectif. Depuis le vendredi dernier, nous payons plus cher notre carburant, 75 francs CFA de plus le litre du super et du gasoil. Ainsi en a décidé le gouvernement en Conseil des ministres. Dès demain matin, le prix du carburant connaîtra une hausse de 75 francs CFA à la pompe. C'est l'une des importantes informations du Conseil des ministres de ce 8 novembre. Une augmentation du prix des hydrocarbures qui concerne que le gasoil et l'essence. Cette hausse intervient après celle de 2016 qui était de 50 francs CFA. En 2016, le gouvernement a baissé les prix de 50 francs. Quand on regarde la baisse cumulée avec celui de 2015, on était autour, je pense, de 130 francs, je pense, de baisse. Durant cette période, les prix, et vous pouvez le constater, au niveau international, ont connu une hausse. Le gouvernement a espéré à un moment donné que cette hausse-là allait se ralentir pour ne pas qu'on soit obligé de faire cette péréquation. Premier constat. Deuxième constat, c'est que la subvention de l'État, c'est une subvention d'à peu près 14 milliards chaque mois. Ces 14 milliards-là touchent le prix à la pompe, ils touchent également le gaz que l'on utilise à la maison, et ils touchent également la Sonabel. Nous devons à peu près 240 milliards de francs CFA à la Sonabi. Aujourd'hui, les banques ne sont plus prêtes à donner de l'argent à la Sonabi pour continuer à acheter le carburant que nous allons consommer. Il y a cette réalité-là. En sa séance ordinaire de ce 8 novembre, ce sont au total 3 décrets qui ont été adoptés au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Après le décret portant sur l'augmentation du prix du carburant, il y a aussi cette loi portant autorisation de perception de recettes relatives aux opérations de création et de fonctionnement des écoles privées professionnelles en élevage et en santé animale. En fait, ce décret a 2 objectifs. Le premier, c'est d'éviter la création et les ouvertures anarchiques d'écoles privées de santé animale et de santé et d'élevage. On se souviendra que dès qu'on a eu, pour ce qui est des écoles primaires, on a eu une ouverture de centres de formation des enseignants de façon un peu désordonnée. Et pour éviter cette situation, avec notamment le monde de l'élevage et celui de la santé animale, on a donc pris ce décret-là. Il va permettre également d'élargir, c'est vrai, l'assiette de recettes budgétaires. Un conseil au cours duquel la jeunesse burkinabé n'a pas été oubliée. Le gouvernement compte mettre en place un projet dénommé Burkina Connect, un mécanisme de participation des jeunes à la vie politique, mais aussi de renforcement de leurs capacités en termes d'entrepreneuriat, une expérience déjà exploitée par le Rwanda. La hausse du prix du carburant surpris, les Ouagalais se précipitent dans les stations-service pour se ravitailler avant l'entrée en vigueur de la mesure, une mesure qui visiblement choque. Augmentation du prix du carburant décidée en Conseil des ministres ce 8 novembre et précaution des Ouagalais dans la foulée. La nuit, les stations sont prises d'assaut par motocyclistes et automobilistes. On fait le plein avant la hausse des prix du lendemain. Ce que nous demandons, de voir s'ils veulent faire l'augmentation, parce que comme ça, c'est trop choquant un peu. Comme c'est un truc qui disait plus, on ne peut rien dire pour le moment, mais on n'a qu'à prendre ça en compte, quoi. Voilà, essayer aussi de flatter les uns. 25 jusqu'à 3 mois ou 6 mois peuvent augmenter les 75 francs là. Mais tout ça, un coup comme ça, c'est pas facile. Ouais, c'est trop fort pour nous. Ah, la nous, la plus que générée, même en poche, nous allons prendre pour 50 000 ou 60 000 pour pouvoir circuler tout le mois d'abord avant d'agir encore, quoi. Jusqu'à minuit, les anciens tarifs étaient toujours affichés. Les gérants disent attendre la matinée pour changer. Mais beaucoup sont loin d'apprécier cette décision qualifiée de brusque. Ancien tarif là. Mais en tout cas, ce n'est pas facile. Hein. Si les augmentations là, c'est trop. Si c'était 10 francs, 25 francs, c'est bon là.
jusqu'à 75 francs. Il était que Canada de. L'augmentation des carburants, en tout cas, moi, bon, je remercie pour l'État pour cette décision. Parce que, selon les dits, ils ont dit que c'est pour avoir les moyens pour payer les nécessaires pour lutter contre les terroristes qui entendent de mettre le pays en danger. Vraiment, moi, je félicite cette décision. Voilà, moi je félicite. Le matin, ce sont des populations qui se réveillent difficilement. La pilule est amère pour certains. Aujourd'hui, nous sommes tous surpris de cette augmentation. Elle ne rencontre pas l'enchantement du peuple. Voilà, tout le monde partout se plaint. Avant même qu'on augmente, ce n'est pas facile. Nous, on s'attendait à ce qu'on baisse encore même le prix de l'essence. Parce que quand même, on a un boom minier. Il y a beaucoup de choses qui sont là, mais on ne les ressent pas. Si vous augmentez le prix de l'essence, c'est-à-dire que même l'arachide à 50 francs, on ne pourra plus l'acheter. On va l'acheter à 100 francs. Malgré que, bon, on dit que la récolte cette année était bonne et qu'on espérait réellement vivre dans de bonnes conditions. On augmente le prix de l'essence. Alors, vous voyez voir que les transporteurs vont vite. Bon, c'est augmenter les prix. Ceux qui vendent les marchandises qui amènent des localités vont augmenter. Donc, d'un coup, vraiment, ça va être doublement la misère qu'on va endurer. Pour d'autres, on comprend la démarche du gouvernement, même s'ils auraient préféré une application souple ou échelonnée. On sent que ça impacte sur nous, mais vu l'explication qu'ils ont eu à donner, on peut comprendre. Mais ce que moi particulièrement je ressens, c'est qu'ils ont augmenté ça brusquement. C'est un peu brusque selon moi. Ils auraient pu faire, c'est vrai que c'est la politique, mais s'ils faisaient un peu aussi, 25 francs, peut-être 6 mois après 25 francs, ça valait encore mieux que d'augmenter 75 francs du coup sur le litre. Pour nous, un étudiant comme moi, vraiment c'est pas facile. 75 francs du coup, c'est lourd pour des populations qui trouvent déjà cette vie chère pour que le carburant connaisse une telle augmentation. Le risque, ce sont les conséquences directes que cette hausse du prix du carburant pourrait engendrer, ne serait-ce que sur le secteur du transport et sur les prix des produits de grande consommation. Sur le secteur des transports, justement, on annonce les couleurs difficiles de s'en sortir avec une telle augmentation du prix du carburant. Pas question non plus de rouler à perte, alors le titre du transport pourrait connaître une hausse de prix. De toute façon, que le pays, là, ça ne va pas là. Il fallait, bon, penser à ça aussi, quoi. Sinon, ça ne va pas du tout. Oui, on peut augmenter, Plus que l'essence a augmenté, là, on peut augmenter aussi. Hein? Le ticket, oui, le ticket. Avec l'augmentation du prix du carburant, nous taximens allons plus souffrir. Déjà que le transport ne fait que 300 francs CFA. C'est un casse-tête pour les clients. Pourtant, avec la hausse, nous risquons d'augmenter de 100 francs. Donc 400 francs CFA peut-être, les clients vont se faire encore rares. Ah, il faut qu'il diminue le prix du carburant. Sinon, nous aussi, on va augmenter le prix du transport. On est mécontent. Vraiment, on va agir. Premier invité de cette info, Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, inévitable, non? On l'a écouté tout à l'heure, hein, ces acteurs de transport, hein, cette augmentation du prix du transport. Est-ce que ça va être inévitable? C'est possible? Oui, je pense que... Oui, je pense que l'augmentation du prix de l'essence, telle qu'expliquée par le ministre, semble inévitable, du fait donc du poids de la subvention que le gouvernement consent pour que l'essence soit abordable. Donc, ce sont des raisons budgétaires qui ont amené le gouvernement à décider de cette augmentation-là. Néanmoins, je crois que l'aspect budgétaire ne peut pas être la seule dimension à prendre en considération, dans la mesure où toute augmentation d'un facteur aussi important que les hydrocarbures a des effets inflationnistes avérés. Cela veut dire que plusieurs secteurs vont connaître des hausses des prix, des hausses des prix des prestations, en particulier le transport, comme on est en train de le dire, avec ce que le monsieur du taxi est en train d'expliquer là, et les grands transporteurs également interurbains vont peut-être être amenés à augmenter. Et quand on sait que le transport est l'élément qui permet donc d'approvisionner
toutes les régions du pays en marchandises de consommation. Cela va sans dire que le transport augmentant, ces marchandises également vont connaître une certaine augmentation. D'où un effet inflationniste clair de cette augmentation du prix du carburant. Qu'on ne pourra pas peut-être contenir. Est-ce que l'État a la possibilité, a le pouvoir d'empêcher cela? Dans un contexte de liberté des prix, de liberté de l'économie, il est difficile pour l'État de contrôler les hausses des prix. Il y a des dimensions même qui ne seront pas perceptibles à court terme, qui vont être augmentées sans que le gouvernement même n'en soit informé à temps. Peut-être que les grands secteurs structurés peuvent être contrôlés d'une certaine manière, mais avec une part importante de notre économie qui relève de l'informel, il est très difficile donc de contrôler l'augmentation et l'inflation jusqu'au bout. Donc je ne sais pas si cette dimension a été prise en considération dans la décision d'augmenter le prix du carburant, mais il va sans dire que plusieurs domaines des secteurs et d'activités économiques vont s'en ressentir et très probablement le pouvoir d'achat également des Burkinabés va s'en ressentir, d'où l'augmentation de ce qu'on appelle la grogne sociale, où les ménages estiment que les revenus n'augmentent pas assez vite, tandis que les prix des denrées de première nécessité. Alors pour vous, les justificatifs du gouvernement tiennent la route? Oui, moi je crois que tel qu'est expliqué, l'augmentation peut avoir son sens, dans la mesure où on est dans un système de fluctuation du prix du carburant. Cela avait été annoncé il y a quelques années. On nous avait expliqué que le prix du carburant va maintenant être indexé au prix du baril à l'international, ce qui suppose une augmentation et une baisse en fonction de l'augmentation du prix du baril. Les baisses, c'est quand même rare. Voilà, les baisses sont rares, on a constaté, et on ne voit que les augmentations le plus souvent. Donc peut-être que si on avait laissé effectivement cette fluctuation indexée à l'international, les Burkinabés auraient peut-être pris l'habitude maintenant de voir monter et descendre le prix. Justement, 75 francs d'un coup, c'est considérable quand même, non? Est-ce que le gouvernement n'a pas fini par se faire rattraper quand même par sa peur de la réaction de la rue, surtout en procédant à des hausses à petite dose depuis très longtemps? Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû faire ça 10 francs, 15 francs? Ça peut effectivement se comprendre, mais peut-être que le gouvernement a eu peur de la réaction de la rue. On a pensé qu'on pouvait continuer à subventionner éternellement jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est asphyxié et qu'on n'a plus le choix. Il faut forcément augmenter de ce niveau. La logique, à mon sens, si le gouvernement avait tenu compte du côté pouvoir d'achat des Burkinabés, c'est là où il aurait fait une augmentation progressive à petite dose. Parce que si vous augmentez de 25 francs le prix du carburant, il est difficile pour les grands transporteurs d'augmenter immédiatement le prix du billet du transport. Mais quand vous faites à 75, ça devient assez logique pour eux de faire cette augmentation. Donc, ils auraient peut-être pu faire une certaine progressivité de l'augmentation qui aurait permis d'insuffler petit à petit cette augmentation sans qu'on la ressente. Et installer cette habitude au niveau des populations. Et amener le Burkinabé à considérer que ce n'est pas un produit national, donc qui vient de l'extérieur et qui subit un certain nombre de paramètres de calcul. Si bien qu'on aurait pu faire passer la pilule beaucoup plus facilement que cette augmentation brutale qui est relevée par la plupart des consommateurs. Puisqu'on aime comparer, c'est ce qu'a fait la Côte d'Ivoire en l'espace d'un an, c'est presque 4 à 5 augmentations. Oui. Et même pour le dernier, c'est une augmentation limitée dans le temps, du premier au 30. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit que cela avait été annoncé ici, je crois. C'était pas avant donc l'insurrection, ça avait été annoncé déjà que dorénavant on allait indexer le prix à la pompe à l'international, si bien qu'on pouvait se retrouver avec des hausses un jour et le lendemain avec une baisse. En ce moment, il aurait été difficile pour les gens de se plaindre autant qu'ils le font actuellement. Mais comme cela n'a pas été respecté, on avait procédé à une baisse et maintenant on procède à une hausse. Les gens ont l'impression que voilà, leur pouvoir d'achat va forcément diminuer du fait donc de cette augmentation du prix du carburant. Alors pour terminer, est-ce que les partenaires sociaux vont comprendre? C'est clair que les partenaires sociaux vont intégrer cette donne-là dans leur calcul. Je sais que peut-être pour la semaine à venir, les différents états-majors syndicaux vont se retrouver pour faire les calculs. Et vous allez voir tout de suite les déclarations qui vont se faire avec des précisions sur la perte de pouvoir d'achat qu'engendre cette augmentation du prix du carburant.
Et là, il ne faudrait pas s'étonner qu'il y ait des débrayages qui amènent donc notamment les organisations qui luttent contre la vie chère à vouloir manifester. Déjà, je crois qu'il y a une déclaration de la CCVC qui a été faite qui dit non à l'augmentation du prix du carburant. Donc il faut s'attendre à ce que d'autres syndicats suivent cette organisation et qu'on ait une sorte de front social également qui se ranime d'ici la simple fait de cette augmentation du prix du carburant. On attendra donc de voir. Cette semaine, il a été également question de relations civilo-militaires, des relations civilo-militaires intelligentes, efficaces pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Civils et militaires dans un même environnement. La nécessité de leur collaboration les rassemble en ce lieu. Et il est question pour eux de renforcer leurs relations devenues une condition sine qua non pour résister à l'adversité du moment. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ces relations civilo-militaires, mais au regard de notre contexte, au regard de ce qui se passe actuellement, le terrorisme, c'est vrai que dans une guerre classique, les relations civilo-militaires ont toujours existé. Et maintenant, comment renforcer ces relations-là? Qui doit faire quoi actuellement? Parce qu'il y a les renseignements, il y a même pourquoi ne pas aller jusqu'à dans les universités pour inculquer certains savoirs, certains modules, etc. Mais avant de prospecter le cadre académique, c'est au cours de cet atelier que le Centre d'études stratégiques de l'Afrique CESA a convié ces acteurs de la vie civile et militaire à raffermir leurs relations. Il s'agit concrètement d'échanger entre autres sur l'organisation de la défense et les défis de la sécurité dans la lutte contre le terrorisme et de discuter sur les relations civilo-militaires. Pour les deux parties, c'est bien le cadre idéal pour tisser une union autour de la patrie. L'état des relations civilo-militaires, c'est un état qui est toujours en construction et qui a besoin d'être renforcé. C'est vrai, les forces armées nationales mènent des actions vers les populations civiles. Elles travaillent, pas pour elles-mêmes, mais elles travaillent pour les populations civiles. Mais elle a besoin en retour que les civils également travaillent pour elles, en lui fournissant notamment les renseignements et les informations, notamment dans cette guerre asymétrique. Dans le plan stratégique des réformes des forces armées nationales 2018-2022, il y a un gros volet qui est consacré à cela, le lien armée-nation. Et dans ce lien armée-nation, il est prévu des actions civilo-militaires. Donc c'est des mécanismes qui sont établis, qui sont ouverts pour qu'effectivement les civils trouvent un créneau pour s'insérer et pouvoir donner donc les renseignements aux forces de défense et de sécurité. Je crois que c'est comme quelqu'un qui disait « United we stand, divided we fall ». Nous devons nous mettre ensemble et certainement, si nous avons cette unité, cette même vision, la victoire est assurée. Donc, le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique est une plateforme civilo-militaire spécialisée dans les études des questions de sécurité en Afrique. Il totalise environ 170 membres au Burkina Faso. Alors, Chaka Koulibaly, là, c'est un débat essentiel dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Comment renforcer ces liens, ces relations pour la cause de la lutte justement contre le terrorisme. C'est essentiel. Oui, je pense que l'atelier a pris une pertinence très grande du fait donc, du contexte sécuritaire dans lequel nous nous trouvons. Et cela a été perçu par tous les acteurs qui ont été conviés à l'atelier, qui voient qu'il est indispensable d'allier donc les efforts multiformes des différents acteurs pour aboutir à des résultats concrets dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et cela a été révélé par donc, le contenu de l'atelier, où on a vu les différentes factions donc, des forces de défense et de sécurité exprimer ces besoins d'avoir à côté d'elles la collaboration des civils qui peuvent avoir deux sortes de contributions. Il y a d'abord la contribution opérationnelle, celle donc du renseignement, qui peut s'organiser d'une manière, et là l'atelier avait travaillé sur notamment la question de la protection des témoins, qui est une condition donc, de la collaboration des civils au travail donc, des militaires. Mais il y a aussi une dimension politique de la coopération que les civils peuvent avoir, qui est leur attitude par rapport aux forces, les forces terroristes, disons, ou parce qu'on ne se rend pas compte de prime abord, c'est que
le contrôle de l'opinion est un des enjeux de la lutte sécuritaire qui se mène à l'heure actuelle. Les forces, les groupes armés irréguliers essaient de gagner l'opinion dans les zones qu'elles contrôlent en disant, bon, finalement, l'État n'est pas aux côtés de vous, nous avons d'autres options qui sont meilleures et voilà pourquoi nous combattons. Donc, à force de combattre comme ça, une partie de la population peut être amenée à considérer effectivement que bon, finalement, c'est mieux peut-être de coopérer avec ces forces terroristes-là contre donc celles de l'État qui seraient considérées comme violatrices donc, des droits humains. Donc, c'est un travail important qu'il faut faire afin d'amener les populations à considérer le projet de l'État comme étant le seul viable sur un territoire donné et que chaque population doit avoir une coopération avec les forces de défense et de sécurité, de sorte au moins à mitiger l'impact donc des frappes terroristes qui sont en train de se mener à l'heure actuelle. D'où donc l'importance de cet atelier. Améliorer les relations civilo-militaires, c'est aussi travailler à couper les liens entre population aussi et forces terroristes, c'est aussi ça. Oui, il y a ça de façon importante. Mais les relations civilo-militaires prennent l'importance également à cause du contexte et de l'histoire des relations entre les civils et les civils et les militaires, pardon. Quand vous considérez notre histoire politique au Burkina Faso, depuis l'indépendance, on a vu une certaine relation qui a existé et qui n'était pas très favorable à la coopération entre les deux corps. Parce que très souvent, les civils ont été victimes de brimades de la part de peur, de suspicion. Donc il y a la méfiance vis-à-vis donc de tout ce qui est uniforme, si bien qu'il faut réduire cette méfiance entre les civils et les militaires, de sorte à pouvoir favoriser leur coopération au sein donc de la lutte antiterroriste. Merci Siaka Koulibaly Merci de passer beaucoup. dans le 7 Info ce soir. Il a été également question cette semaine de la fête nationale le 11 décembre à Manga, à un mois de l'événement. Qu'en est-il des infrastructures? En tout cas, si le Premier ministre Paul Kabatieba se veut rassurant, ce n'est pas le cas au sein de la population où il y a des inquiétudes, car les travaux avancent timidement. Une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Paul Kabatieba sur les chantiers du 11 décembre à Manga, un mois avant la célébration de la fête nationale de l'indépendance. Première étape de cette visite, la cité des forces vives. Sur ce site, des logements de divers standings sont en construction, des constructions dont le taux d'exécution varie entre 16 et 82%. Après la cité des forces vives, cap est mis sur le site de la salle polyvalente où les travaux ont un taux d'avancement estimé à environ 50%. Autre infrastructure visitée, l'aire du défilé. Longue de 4 km, les travaux ici sont en phase de finition. Au-delà de ces infrastructures, on a pu constater sur d'autres chantiers un état d'avancement des travaux qui ne rassure pas, comme c'est le cas sur ce site où les travaux de construction sont pratiquement au stade de démarrage. L'entreprise fait son mieux, voilà, ils sont en train de travailler, mais j'ai quand même peur qu'ils puissent finir dans les délais. Voilà. Parce qu'actuellement, nous-mêmes nous constatons l'avancement des travaux, donc ça avance à un rythme vraiment très lent. Ah, sincèrement, ce niveau, c'est tellement en retard même. Moi-même, je ne pense pas que si on descend même aura licencié. Qu'à cela ne tienne, c'est un Premier ministre plutôt confiant qui affiche, lui, son optimisme. Il n'y a pas de raison que le 11 décembre n'ait pas lieu. Hein? Nous sommes venus ce matin pour voir l'état d'avancement des travaux. Et globalement, ce que j'ai vu est rassurant, du point de vue en tout cas des délais d'exécution de différents chantiers. Comme vous avez vu, toute la ville est en chantier. Outre ces infrastructures, la délégation gouvernementale s'est rendue sur la place de la Nation et le stade régional de Manga où les travaux vont bon train. Et dans l'ensemble, c'est un bilan satisfaisant qui est dressé par le président du comité national d'organisation. Si on veut faire le bilan, il est positif. Il est positif parce que ça s'est passé sur deux registres. Le premier registre a consisté à la visite donc, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur les réalisations qui ont été faites au niveau des cités, au niveau des infrastructures, au niveau routier. Nous disons que c'est satisfaisant parce que nous sommes à un taux suffisamment
qui nous permettent d'être optimistes pour la tenue donc, du 11 décembre. Cette visite de terrain s'est achevée avec le lancement de la conférence inaugurale des travaux de réflexion entrant dans le cadre du 11 décembre. Des réflexions qui vont porter sur le thème général de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, intitulé « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère ». Parlons à présent de la taxe de résidence. Comme la hausse du prix du carburant, elle fait grincer des dents. Pour en savoir davantage, notre consultant en fiscalité, Tidiane Kabouré, est sur ce plateau. Bonsoir Tidiane. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. La taxe de résidence, qu'est-ce que c'est? Alors, merci d'abord pour l'intérêt que vous portez à cette taxe. Alors, d'abord, la taxe de résidence, pour faire simple, on ne va pas rentrer dans les définitions techniques, c'est d'abord un impôt local. Qu'est-ce qu'un impôt local? C'est un impôt qui est destiné au budget des collectivités territoriales. Okay? Donc, ça n'entre pas dans le budget de l'État. Au-delà de ça, c'est une taxe en fait, qui est payée par les personnes physiques qui vivent non seulement dans une zone urbaine, mais dans des locaux en fait, affectés à l'habitation. Justement, quand on parle de local affecté à l'habitation et situé dans une zone urbaine aménagée, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, il faut comprendre par zone aménagée, simplement, on va faire simple, ça veut dire une zone lotie. Hein? Quand on parle de zone aménagée, il faut comprendre par zone lotie qui a les infrastructures nécessaires, hein, notamment l'eau, l'électricité, les édifices publics. Et puis bon, voilà, justement avec, bien sûr, un lotissement en bonne et due forme qui est fait par les structures habilitées. Alors, ce qui veut dire donc que ceux qui sont en zone non lotie ne sont peut-être pas concernés par cette taxe. Qui est concerné alors par l'exonération? Alors, les exonérations sont expressément citées dans le Code général des impôts. C'est 7 points en fait, qui concernent les exonérations. Je m'en vais tout simplement vous donner quelques exemples. On a par exemple le cas du conjoint, par exemple, qui vit sous le même toit que l'autre conjoint qui a déjà payé la taxe de résidence. Ça, c'est très simple. Ça veut dire que vous, par exemple, et votre épouse, si vous avez déjà payé la taxe de résidence et que vous vivez ensemble sous le même toit, je dis bien, vous vivez ensemble sous le même toit, ça veut dire qu'elle peut déjà se faire prévaloir en fait, de votre quittance pour justement s'exonérer en fait, du paiement de la taxe de résidence. Donc ça, c'est un exemple. On a également aussi les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, qui sont concernées par l'exonération. On a également les étudiants et les élèves qui sont régulièrement inscrits, hein, on le dit régulièrement inscrits, voilà justement, et qui ne disposent pas en fait de revenus professionnels. Donc c'est-à-dire que là on écarte en fait les élèves fonctionnaires qui ont déjà des pécules. Là ce sont des revenus professionnels, mais par contre les étudiants qui sont par exemple inscrits à l'université de Ouagadougou ou à l'IAM ou à l'ISIC, c'est-à-dire que bon, ce sont des étudiants qui sont là, qui n'ont pas encore de revenus. Donc, ça veut dire quoi? Que les locataires aussi sont concernés? Non, ça dit que c'est l'habitation en fait qui est visée. Donc, ça dit que ce n'est pas une question de locataire ou bailleur ou quelqu'un qui habite en fait un local à titre gratuit. Donc, ça dit que vous disposez en fait de la jouissance du local, que vous soyez locataire, que vous soyez là-bas à titre gratuit, naturellement, c'est le fait que vous êtes dans une zone urbaine aménagée justement qui vous permet justement d'être concerné en fait par cette taxe. Mais en cas de souci, c'est le propriétaire de la maison qui paye? Non, ne confondez pas les choses, parce que ce qui revient en fait au propriétaire de la maison, c'est un impôt qu'on appelle l'impôt sur les revenus fonciers, qui n'a rien à voir, parce qu'il paie son impôt sur les revenus fonciers qui concerne, par exemple, en fait, le loyer qu'il perçoit en fait du locataire, qui n'a rien à voir avec sa taxe de résidence. Donc, ça dit que l'impôt sur les revenus fonciers dont vous faites mention, c'est totalement différent en fait de la taxe de résidence, qui est le fait qu'il habite en fait une zone urbaine qui est aménagée en fait. Donc tous ceux qui sont en location payent la taxe de résidence? S'ils ne sont pas exonérés, bien sûr, ils sont concernés. Alors le communiqué de la Direction générale des impôts envisage la retenue à la source. Est-ce que c'est légal? Alors, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein. Malheureusement, certains de vos confrères ont contribué à noyer certains auditeurs ou certains lors des émissions. Mais il faut dire que c'est légal. Je crois que la Direction générale des impôts ne va quand même pas s'amuser à adresser en fait un communiqué comme ça sans pour autant en fait disposer de bases légales. Les bases légales existent bien sûr.
Maintenant, ce qui fait certainement polémique, c'est le fait que c'est la retenue à la source. D'ailleurs, ce n'est même pas une première. C'est que 2005-2006, la Direction générale des impôts a eu à faire une opération pareille où il y a eu des retenues à la source en fait en matière de taxes. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à recouvrer? Alors, c'est ça, parce que c'est un impôt en fait dont son administration déjà, je peux dire, est dormante. Vous savez bien que notre système fiscal est déclaratif, c'est-à-dire que à bonne date indiquée par la loi fiscale, c'est vous et moi, nous les contribuables, qui devrions nous présenter en fait auprès du service des impôts pour déclarer en fait et payer cette taxe-là. Mais vous vous rendez compte que lorsque les gens se présentent en fait auprès des services des impôts pour demander en fait à payer cette taxe-là, c'est lorsque justement ils sont en train de vouloir faire des mutations de terrain, ils ont payé une parcelle. Là, en ce moment, pour faire la mutation, on leur demande en fait d'envoyer les quittances en fait de la taxe de résidence en fait sur les 3 dernières années et l'année en cours, c'est-à-dire les années non prescrites et l'année en cours. Ou bien l'intéressé a besoin d'un certificat de résidence, on le dit à la mairie que pour constituer en fait le dossier, il faut joindre un certificat d'imposition ou de non-imposition à la taxe de résidence. En ce moment, il est tenu de passer en fait auprès du service des impôts en fait de sa résidence, soit pour se faire délivrer le certificat de non-imposition à la taxe de résidence s'il en est exonéré, ou il paye la taxe de résidence pour pouvoir disposer en fait de ce qu'on appelle le certificat d'imposition à la taxe de résidence. Donc, généralement, c'était un peu ces moyens détournés en fait de recouvrement en fait qui existaient. Donc, ça fait que beaucoup ne se sentent pas concernés. Donc, aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme c'était un nouveau impôt, alors que c'est une taxe qui est là depuis belle lurette. Naturellement, la retenue à la source, en fait, elle est légale et elle est régie en fait par l'avis à tiers détenteur. C'est une procédure de recouvrement en fait qui est propre à l'administration fiscale et douanière. Le receveur peut par exemple en fait demander en fait à une tierce personne qui détient en fait de l'argent par devers lui en fait de venir directement en fait lui reverser en fait dans ses caisses. En fait, voilà, justement pour solder les comptes d'un contribuable relicataire ou redevable. Alors, retenu donc à la source pour ce qui est de la taxe de résidence, ça fait beaucoup de bruit parce que le contexte aussi, il est là, hausse du prix du carburant qui est déjà taxé, hein, et on parle de 624 francs, recouvrement sur les salaires déjà touchés par l'impôt unique, l'UTS. Donc les syndicats pourraient quand même voir en cela une façon de récupérer déjà les augmentations annoncées par exemple pour 2019. Alors voilà, vous m'amenez sur un terrain purement politique alors que nous sommes dans un débat un peu technique. Alors donc, je crois que l'UTS en fait c'est le fait que bon voilà le salarié dispose de son revenu. C'est comme l'entreprise en fait qui a son bénéfice en fait qui est taxé en fait en fin d'année lorsqu'elle dépose ses états financiers. Voilà, et on calcule en fait soit l'IBICA ou l'impôt sur les sociétés ou l'IBNC pour qu'elle reverse. Donc le fonctionnaire aussi naturellement, bon, sur ses revenus mensuellement, on calcule l'impôt unique sur les traitements et salaires. On aurait dû peut-être laisser à la fin de l'année et puis cumuler et puis calculer l'impôt unique sur les traitements et salaires. Donc je crois que ces deux impôts-là, l'autre c'est une taxe. C'est le fait que bon voilà le fonctionnaire en fait éligible justement est dans le champ d'application en fait que justement bon on essaie de voir parce que quand vous regardez même pour la taxe de résidence pour les salariés au fait c'est quoi lorsque l'intéressé le salarié en fait souscrit à la déclaration la loi fiscale fait obligation en fait à l'employeur de transmettre en fait justement la déclaration auprès du service des impôts. Quand il s'agit par exemple de l'administration publique, ce sont les ordonnateurs délégués, les ordonnateurs et autres qui doivent transmettre. Voilà, justement. Donc ça fait que, bon, aujourd'hui, voilà, on est un peu dans une situation où les gens pensent que c'est une nouvelle taxe alors que, bon, voilà, ça existe. Et cette opération, c'est comme je l'ai dit, ça a déjà existé en fait dans l'administration fiscale. Voilà. Et qu'on soit bien clair, dans le cas donc du couple, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, mais il faut apporter la preuve. C'est-à-dire que quand vous vivez sous le même toit, c'est comme on dit, on a parlé de conjoint, donc il faut pas. C'est vrai que les femmes se réjouissent chaque fois pour dire que non, bon, comme mon mari a déjà payé. On parle de conjoint, donc ça veut dire que ça peut être vous, comme ça peut être votre épouse. Donc ça veut dire si l'un ou l'autre a déjà payé, naturellement il faut apporter maintenant la preuve maintenant auprès du service des impôts en fait de votre résidence, justement avec l'acte qui montre justement que vous êtes ensemble. Puis là, ça risque de poser problème pour la retenue à la source hein, quand les deux sont salariés. Non, pour la retenue à la source dont je vous ai dit qu'en fait c'est dans un communiqué, on ne peut pas, mais la modalité pratique c'est comme je l'ai dit, en fait la direction des impôts n'ira pas directement
Parce que d'abord, c'est quoi? C'est-à-dire que la procédure, je vous l'explique. C'est-à-dire que à date indiquée, vous ne nous êtes pas présenté en fait pour déclarer un impôt. Qu'est-ce qui se passe? On procède par ce qu'on appelle une taxation d'office. Et si vous voyez, mais dans le communiqué, on ne peut pas. Si on doit expliquer toute cette procédure, c'est un communiqué qui va prendre en fait 10 pages. Donc à l'issue de la taxation d'office, bon, naturellement, ça dit qu'avec des pénalités, bien sûr, puisque vous n'êtes pas venu en fait à la date indiquée, et bon, en ce moment, c'est mis en recouvrement et la procédure de recouvrement, comme je vous l'indiquais, permet justement en fait d'utiliser en fait ce moyen de recouvrer en fait qui est l'avis à tiers détenteur. Donc je vous expliquais de façon simple pour dire qu'on peut aller prendre votre argent entre les mains de quelqu'un d'autre et maintenant vous remettre une quittance quoi. Voilà, ça donc c'est pas illégal, c'est légal. Les dispositions permettent à la direction des impôts. Et il y a des sanctions justement, tu dis. Oui, vous savez, un impôt sans sanction, c'est pas un impôt. C'est-à-dire quand vous prenez généralement, c'est quoi? On a les champs d'application, on a les modalités d'assiette, recouvrement, et ça se termine chaque fois par des sanctions pour pouvoir amener les gens à y adhérer. Donc, quand vous regardez le cas de la taxe de résidence, il y a des sanctions effectivement qui vont par exemple jusqu'à 25%, par exemple du montant normalement dû. C'est-à-dire que d'abord, quand vous n'êtes pas à jour, et qu'il faut passer par la taxation d'office. Parce que là, le communiqué de la Direction générale des impôts invite en fait les gens à régulariser. C'est vrai que le délai qui est indiqué, en fait, c'est un délai indicatif. Hein. Je ne crois pas que ce soit le délai du 10 ou quoi, là, qui est vraiment un délai fixé. On vous dit de venir régulariser. Donc, si vous, par exemple, je prends votre cas, hein, si vous n'êtes pas à jour et que vous levez aujourd'hui, en fait, pour vouloir régulariser, et que vous rendez là-bas, ça dit que c'est sûr qu'ils vont d'abord essayer de vérifier, voir si vous êtes à jour sur les 3 dernières années. Parce qu'il y a quand même les années non prescrites qui sont là. On va essayer de voir sur les années non prescrites. Et l'année en cours, et même l'année en cours déjà, ça dit que vous êtes déjà pénalisable. Donc ça dit que, bon, mais peut-être comme c'est une opération spéciale de recouvrement, peut-être que l'autorité va faire, peut-être grâce en fait de la pénalité, même si la loi en fait ne permet pas qu'en matière de taxation d'office, on parte vers le recours gracieux. Parce que là, la seule voie qui vous est ouverte en fait actuellement avec le Code général des impôts, quand vous êtes taxé d'office, c'est le recours contentieux en fait qui vous est présenté, voilà, qui vous est offert. Est-ce que vous voyez? Et on suppose que l'efficacité aussi de ce recouvrement dépend aussi de la fiabilité du cadastre actualisé aussi, parce que j'imagine que tout ça paraît compliqué sur le terrain aussi. Non, c'est sûr que ça sera un peu compliqué aussi parce que il ne faut pas oublier que la taxe de résidence en fait prend en compte aussi des éléments, il y a des critères en fait pour l'imposition. Donc notamment si vous disposez en fait de raccordement en eau, il y a l'électricité, il y a le niveau de confort qui est là. C'est que vous avez déjà payé votre taxe de résidence, la fiche que vous avez remplie, on vous demande si vous avez des antennes paraboliques, si vous avez des piscines. Ce sont des niveaux de confort. Et puis aussi la zone d'habitation aussi dans laquelle vous êtes. Quelqu'un qui aura 2000, bon, ne sera pas imposé comme quelqu'un qui se retrouve, je ne sais pas, à Karpala. Je n'ai rien contre, j'ai beaucoup d'amis là-bas, parce que vous n'avez pas le même niveau d'infrastructure en fait qui soit à votre disposition. Donc il y a ces éléments-là qui sont pris justement en compte. Et au-delà de ça, on ne peut pas dire aujourd'hui que bon, tout pourra se faire en fait sans couac. Mais maintenant, ça dit que bon, on prie Dieu que bon, dans la mise en œuvre, voilà, la direction des impôts sait que si elle commet l'erreur en fait de double taxer, entre griffes, double imposer en fait certains qui sont déjà à jour, mais ça ne sera pas facile. Dans ce contexte de vie chère. Merci Tidiane. Je vous en prie, dans cette info ce soir. Merci à vous. La suite, la crise à l'UNAPOL, l'Union Police Nationale, un syndicat, 2 bureaux, la guerre est ouverte dans une police qui a besoin d'union dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il se réclame membre initiateur et fondateur de l'Union Police Nationale. C'est donc en toute légitimité que Armiayo Zongo a décidé de briguer le poste de secrétaire général de l'UNAPOL au mois de septembre dernier lors de l'Assemblée générale. Mais sa candidature a été rejetée pour n'avoir pas rempli les conditions. Alors le bureau a été formé sans lui. De son côté donc, il se donne les moyens avec une autre partie des membres pour mettre en place un autre bureau. À cette conférence de presse, la toute première, il revendique sa légitimité et sa légalité. Je ne peux jamais manquer du respect à l'ancien bureau. Je dois toujours du respect à ceux qui ont dirigé le syndicat pour la première fois. Donc c'est pour dire au passage qu'il ne peut pas avoir de UNAPOL.
la paternité d'un syndicat ou d'une structure associative, c'est à travers le récépissé. Nous avons le récépissé qu'on peut présenter à tout le monde. Au passage, deux groupes ne peuvent pas avoir deux récépissés pour une même structure associative ou syndicale. Trop de victimes d'attaques terroristes, l'heure est grave, la souveraineté de l'État est menacée, constatent ces policiers qui appellent l'État à revoir sa copie. À travers notamment l'augmentation de la puissance de feu de la police nationale et la dotation de véhicules blindés. À chaque fois que le Burkina a été en guerre, les policiers ont été au front, que ce soit en 1974 ou en 1985. À chaque fois, ils ont utilisé des armes de guerre. Aujourd'hui, le pays est de nouveau confronté, est de nouveau en guerre contre le terrorisme. Une guerre asymétrique d'usure. Nous ne comprenons donc pas pourquoi jusqu'à ce jour, les policiers n'ont pas eu les armes de guerre appropriées alors qu'ils sont au front de la lutte contre le terrorisme. Les autres pays membres du G5, par exemple, ont déjà armé conséquemment leur police. Cette puissance de feu doit impérativement s'accompagner d'une dotation en véhicules blindés, par exemple, ainsi que des équipements individuels de protection balistique adéquats. À défaut de mettre à la disposition des policiers les moyens de cette guerre, on devrait procéder à une réorganisation des forces. Une réorganisation qui paraît comme une nécessité, d'autant plus que ces agents sont visiblement frustrés. Frustrés parce qu'ils ont l'impression d'être brimés par d'autres forces de l'ordre. Il est important de réorganiser nos forces en fonction de leurs spécificités pour mettre en place 3 rideaux de sécurité, l'armée en frontière, la gendarmerie en zone intermédiaire et la police dans les agglomérations, comme ce qui se passe dans toutes les démocraties. Ensuite, confier la mission de sécurité aux policiers. Dans toutes les démocraties, la sécurité intérieure est du ressort de la police nationale. Les autres forces sont des forces d'appui. Malheureusement, au Burkina, la réalité est que les personnes qui sont venues en appui ont pris la place des principaux acteurs. Une conférence de presse qui met à nu la division au sein de la police nationale. Cette nouvelle équipe porte à deux les bureaux de la même organisation. Chacun se réclamant légitime et légal, même si l'autre équipe n'a pas encore présenté son récépissé de renouvellement de ses instances. Quelques jours plus tôt, soit le 30 octobre dernier, un autre syndicat a vu le jour. L'Alliance Police Nationale, elle, dénonçait la prise en otage de l'UNAPOL par les deux camps. Troisième invité de cette info, Wenemite Ouedraogo, inspecteur du Trésor, auteur de chronique de la lutte héroïque du peuple burkinabé contre la malgouvernance, l'immobilisme politique et le pouvoir à vie. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir, M. Aubin. Merci de répondre à notre invitation. Alors, c'est un ouvrage qui se veut scientifique. Hein? Tout à fait. C'est un ouvrage que j'ai proposé au public et avec la vision de proposer des éléments qui vont permettre à ceux qui s'intéressent à la vie nationale de pouvoir avoir en tout cas la matière pour pouvoir en tout cas se faire une idée, procéder à leurs analyses. Étudiants, historiens, chercheurs, c'est là un document qui offre de la matière justement. Tout à fait. Je pense que la façon dont le document a été conçu, c'est pour permettre en tout cas à ce large public-là, composé des étudiants, des hommes politiques, ceux qui sont dans les organisations de la société civile et à tous ceux-là qui s'intéressent à la vie politique nationale et durant une certaine période de pouvoir avoir donc ces éléments et donc le livre ne fait pas d'exclusion. Tout le monde doit être en tout cas intéressé par cet ouvrage. Inspecteur du Trésor, on pourrait s'interroger pour comment ça se fait que vous vous intéressez justement à ce type... C'est exact. Disons que c'est vraiment cette volonté de contribuer donc j'allais dire en tout cas, permettre aux uns aux autres de savoir ce qui s'est passé, de savoir ce qui se passe et de pouvoir s'y projeter. Parce que il est bien vrai qu'on dit que les uns et les autres n'aiment pas beaucoup la lecture, mais je me suis dit que sans lecture, sans livre, il n'est pas évident que nous puissions en tout cas s'y frayer un chemin qui va nous permettre en tout cas de nous développer. Parce que ce n'est pas suite à des études qui sont faites, mais quand vous prenez les pays développés,
c'est là-bas où, donc la littérature est abondante. Donc c'est comme si niveau développement et niveau de littérature vont La production ensemble. intellectuelle, en tout cas, elle est importante pour le développement, pour soutenir les actions de développement. Alors, ce livre-là, c'est véritablement une invite à aller au-delà de l'Écosse pour saisir ce fait historique, surtout, l'insurrection populaire. Tout à fait, parce que j'étais convaincu qu'après donc ces événements, et les uns et les autres vont se faire il y aura des commentaires, il y aura des livres qui vont sortir, mais qu'est-ce qui a été dit, quels sont les éléments matériels donc, qui vont permettre les preuves, qui vont permettre aux uns et aux autres donc, de pouvoir savoir ce qui s'est dit effectivement. Il y a les analyses, mais il y a surtout les faits. Là, vous donnez les faits. Je donne les faits et c'était l'objectif de cet ouvrage. Alors, c'est quelque chose de 700 pages, hein, un recueil de textes, discours, déclarations, communiqués, c'est bien ça? C'est ça. Disons que le livre est disposé donc en plusieurs parties. Et donc, si vous ouvrez le livre, vous allez vous rendre compte que les discours, les messages, les déclarations des différents acteurs, je vais parler des autorités, des gouvernants, les partis politiques, les organisations de la société civile, il y a la communauté internationale. Donc, leurs messages et leurs discours sont organisés de telle sorte que quand on prend le livre et qu'on a besoin de savoir quelle est la position de tel acteur politique ou de telle organisation sur ce sujet précis, on retrouve quelque chose. Et ça va de 2009 à 2014. Vous avez commencé un peu plus tôt pour déjà expliquer les causes, qu'est-ce qui nous a amené au 30-31 octobre 2014. C'est ça, parce qu'effectivement, on pourrait se poser la question de savoir comment le Burkina est arrivé donc aux journées des 30 et 31 octobre 2014. En recherchant donc les prémices, il faudrait remonter jusqu'à un certain temps. Et moi, je me suis limité d'abord à 2019, tout en sachant que dans tous les cas, quand vous lisez l'introduction, j'essaie de dire qu'en réalité, bon, comme on le dit habituellement, c'est un peuple qui est ancré dans les luttes, donc ça remonte très loin, mais je me suis limité à 2019. 2009 autant pour moi, 2009 et 2014. C'est cette période-là donc que j'ai en tout cas pris en compte pour pouvoir réaliser cette phrase. Voilà, donc vous êtes revenu donc sur les déclarations des uns et des autres, les discours, les communiqués, etc. Mais il y a certains discours qui n'éduquent pas. Tout à fait. Pendant cette période, on a vu des discours véritablement. Tout à fait. C'est pas bon à enseigner aux jeunes. Justement. Mais l'objectif de cet ouvrage, c'est de ressortir textuellement ce que chacun a dit. Pour que, avec le recul, l'on se dise que ça j'ai dit, je ne devrais pas le dire. Et à la génération actuelle et future de se dire, voici ce qu'un acteur, par exemple, politique a eu à dire. C'était pas bien, il ne faudrait pas que nous reconduisions cela. Donc l'objectif, c'est qu'en parcourant cet ouvrage, on sache qu'il y a eu des moments où des gens ont tenu des discours qui n'étaient pas favorables à la paix. Et si on veut construire un pays dans la paix, il doit s'en dire que le discours, il faut en tout cas le mûrir. Mûrir le discours pour servir la politique, mais surtout servir le développement. Après, c'est la nation d'abord. Tout à fait. Alors, un livre qui mérite de figurer dans toutes les bibliothèques scolaires, universitaires, en tout cas, pour permettre à cette jeunesse de mieux comprendre cette partie de l'histoire de notre pays. En tout cas, c'est mon souhait. C'est mon souhait que ce livre-là puisse être admis dans toutes les sphères, donc, j'allais dire, de l'éducation, au niveau des partis politiques, pour permettre en tout cas aux analystes politiques, par exemple à l'université il y a des UFR sciences politiques, voilà, donc ça va permettre, en tout cas, ça donne en tout cas assez d'éléments pour pouvoir enseigner la génération actuelle et la génération à venir. Et se forger une bonne culture politique aussi, c'est important pour cette génération. Tout à fait. Alors c'est le tome 1, donc il y a un tome 2 qui est attendu, c'est bien ça, il y a trop de choses à dire sur ce fait. Disons que c'est 3 tomes, c'est 3 tomes en réalité, et c'est le premier tome qui est disponible. Les 2 autres tomes aussi sont, du point de vue manuscrit, c'est disponible et ça y est à l'édition. Et ça couvre juste la période de la transition. Voilà, donc jusqu'aux élections qui ont couronné la transition. Chronique de la lutte héroïque du peuple burkinabé contre la malgouvernance, l'immobilisme politique et le pouvoir à vie. C'est un livre de Wenmité Ouedraogo. Vous êtes passé donc nous parler donc, de cet ouvrage
que l'on souhaite en tout cas très présent dans toutes les sphères, surtout au niveau de la jeunesse, pour permettre à cette jeunesse de se faire donc une idée de ce qui a bien pu se passer durant cette période de l'histoire politique du Burkina Faso. C'est très important. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce 7 Info. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente reprise de travail. Demain, bonsoir.